Je suis là pour répondre à vos questions. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur les examens? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Moi j'ai une question. Du coup la question oui. Lorsque vous évaluez pour les oraux en IE7, à quel moment on peut passer, enfin, c'est quoi la différence entre avec difficulté assez pertinente, très pertinent, moyennement pertinent? Attendez. Je n'ai pas entendu le début de votre question. C'est moi qui n'avais pas mis le volume. Je suis désolé. Allez-y. Je recommence. Sur les oraux en IE7 en général, pour la PE-CMK, je trouve que c'est assez diffus la grille. Qu'est-ce que c'est une différence entre assez pertinent, très pertinent, par exemple, si on prend... j'ai perdu le... Les techniques sont assez pertinentes, très pertinentes, avec ou sans difficulté. Comment on peut passer de l'un à l'autre? La pertinence, est-ce que la technique que vous proposez est une technique qui est hors contexte ou est-ce qu'elle est parfaitement adaptée entre ce que vous dites et le cas proposé? Par exemple, je sais pas si on vous donne une limitation d'amplitude sur un genou, limitée à 60 degrés de flexion, et que vous proposez une mobilisation passive d'entretien, je pense que c'est pas pertinent. Si vous faites une mobilisation globale sans vous intéresser au glissement, au roulement, enfin tout ce que vous devez faire, vous faites une mode passive d'entretien, la mode elle est peut-être juste, mais elle n'est pas pertinente. Si vous avez une question sur l'épaule, où on met en évidence un déficit qui appartient à la glomérale, que vous nous faites toutes les mobilisations de la clavicule, de la scapula, etc., c'est pas pertinent. Je réponds à votre question? Oui. Proposer du renforcement musculaire, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut entendre. Bon, je vais être un peu caricatural. Hein. Sur la main, l'abducteur du 5, vous proposez un montage poids poulie, c'est pas très pertinent. Donc en fait, c'est être logique, quoi. Pertinent, c'est-à-dire que vous faites une technique qui répond à la question et qui est adaptée au segment que vous mobilisez ou à la phase de rééducation que vous proposez. C'est ce qu'on vous demandera de plus en plus dans les années qui suivent. Vous aurez beaucoup d'autres épreuves pratiques et qui seront contextualisées avec une pathologie. On va pas faire la même remise en charge sur un sujet qui est cardiaque ou qui est artéritique ou qui est une simple entorse de cheville. Oui. Par exemple, qu'est-ce qu'on voit souvent en deuxième, troisième année? On peut toujours faire un massage, on nous donne des membres inférieurs. Voilà. Sur une entorse de cheville. Je vais passer 15 minutes à faire du massage pour dire ouais, sa cheville était gonflée, j'ai fait un massage circulatoire. Ouais. C'est pas faux. Mais c'est pas très pertinent. Merci. Ensuite. Je vais peut-être afficher de conversation. Si vous n'osez pas parler, vous n'avez pas une bonne connexion, n'hésitez pas à taper vos questions. Ensuite. Justement, par rapport à ça, sur la pertinence, j'avais une question, ça serait pourquoi on n'aurait pas un retour sur notre oral, surtout sur les gros orales de fin de semestre, pour savoir ce qui a été plutôt bien réussi, ce qui a été mal réussi, sans avoir une note, parce que j'ai l'impression que c'est un peu tabou, on ne veut pas en parler parce qu'on ne veut pas donner de note avant la CAC. Oui. Alors, effectivement, on peut pas vous donner de notes précises tant que c'est pas validé par la CAC. Ça, c'est en lien avec la réingénierie. Voilà, c'est comme ça. Avant, on faisait autrement. Maintenant,
Pour le deuxième semestre, toujours un peu plus compliqué, mais pour le premier semestre, la plupart de vos enseignants sont à disposition quand même pour faire un feedback sur la manière dont sont passés les examens. Moi, je ferai au retour, sur le premier TD, retour d'examen, je prends 1 heure, voire 2, pour dire tout ce qui a été et ce qui n'a pas été. D'une manière générale. Donc pour ça, il faut solliciter les enseignants qui vous ont interrogé, qui peuvent vous faire le feedback. Vous l'avez pas fait? En fait, nous, on a eu 1 heure où on pouvait poser des questions sur notre oral, mais on n'a pas eu de retour de l'œil professionnel, entre guillemets, sur ce qui avait été bien. Donc en gros, il y a des choses qu'on a pensé bien faire, et qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on était à côté de la plaque. Mais c'est très vague. Vous vous rendez compte, nous on fait passer 16 à 20 étudiants. C'est-à-dire que dans ce temps de questions, il faut pas hésiter à être précise, vous. J'ai proposé telle technique, est-ce que c'était pertinent? Oui, parce qu'on peut pas... je sais pas, moi, je pense... la goniométrie, par exemple... J'avais eu quasiment aucune retranscription de la goniométrie sur un papier avec date, nom du professionnel, nom du patient, etc. Et bon, sur 16 étudiants, quand il n'y en a qu'un ou deux qui le font, donc là j'ai compris que c'était moi qui n'avais pas assez insisté dessus, si vous voulez. Donc c'est un reproche que je peux faire, mais en même temps, j'ai bien compris que j'avais peut-être pas assez insisté dessus. Donc ça permet de réajuster les choses. Après, je sais plus ce que j'avais noté. J'avais noté que, par exemple, globalement, l'ensemble des étudiants avaient bien utilisé le temps qui était proposé. Ils l'avaient pas dépassé. Ils avaient tous essayé de faire d'abord le bilan, puis ensuite la pratique. Donc ça, c'était bien vu. Tout le monde n'avait pas fait, mais globalement, c'était des choses qui étaient réussies, tout ça. Ok. Ou alors après, je sais pas si ça serait possible, mais éventuellement, après la CAP, avoir une grille d'évaluation, un peu la grille qu'on a, pour avoir une idée de ce qui a été bien fait. Je sais pas si c'est possible de l'avoir après, mais ça peut être intéressant pour nous situer. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que les grilles, quand il y a un jury d'examen, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a une règle qui dit que le jury est souverain. C'est-à-dire que le jury fait ce qu'il veut. Il met la note qu'il veut, comme il en a envie. Et il peut le faire, alors j'ai le carré, encore une fois, j'ai exagéré, il peut le faire à la gueule du client, ou, c'est pas ça, évidemment. Mais ce que demandent la plupart des jurys, c'est, nous, on veut bien évaluer vos étudiants, mais sur quoi devons-nous les évaluer? Donc, on leur fournit cette grille d'évaluation. Et cette grille d'évaluation, elle n'est pas imposée. C'est-à-dire que c'est un outil d'aide à l'évaluation. Donc beaucoup ne l'utilisent pas. On s'amuse pas à noter chaque case. Comment on fait sur le plan pratique? Quand on a l'habitude, et la prestation d'un étudiant, on met une note finale. Très rapidement. Je sais pas, ça vaut 12. Et puis après, on vous demande, mais comment tu fais pour mettre 12? On peut reprendre tous les points un par un. Et quand on fait ça, on se rend compte que finalement, on retombe globalement sur cette même note. Donc une fois qu'on est un peu en confiance par rapport à cette grille et la manière d'évaluer, on ne remplit pas pour chaque étudiant toutes les cases. Donc c'est pour ça que parfois, c'est difficile de vous redonner une grille, parce que un jury étant souverain, on lui propose un outil d'aide à l'évaluation. On ne peut pas lui imposer d'utiliser cette grille. Donc il y en a qui sont super contents de l'avoir, parce qu'ils la remplissent intégralement. Et puis d'autres qui remplissent une ou deux cases, vite fait, et puis ils donnent leur note. On peut pas avoir le détail. Alors après, si vous voulez, ce qu'il faudrait, c'est tout filmer. On se repasse la vidéo, 1 heure chacun. Je sais pas si vous voyez ce que ça donne. C'est un peu compliqué. Mais je comprends votre souci d'avoir le feedback. Mais ça, c'est un temps fort qu'il faut essayer d'obtenir des enseignants qui vous ont fait passer l'examen, surtout sur le premier semestre. Il faut vraiment pas hésiter à les interroger. Ok. Cette grille d'évaluation, elle vous sert à vous, pour savoir sur quels critères vous êtes évalué. Ça vous donne une petite idée de ce qui vous attend. Sur quoi êtes-vous évalué?
vous voyez que dans une grille pratique, il y a beaucoup de points sur la pertinence des techniques, la qualité de leur réalisation. Par exemple, on met pas mal de points sur le BDK au début. Et au deuxième semestre, je sais pas, peut-être qu'au premier semestre, je sais plus, on met 5 points sur le BDK, au deuxième semestre, on met plus de 3, quoi. Et on augmente les points sur la technique. Parce qu'on considère que vous devez évoluer sur un an en technique, et l'interprétation du bilan goniométrique BDK, ça va, quoi. Ça devrait être de plus en plus facile. Donc sur tous ces items, on peut faire évoluer les points en fonction de votre progression dans l'année. En deuxième année, c'est pas pareil, etc. Qu'est-ce qu'on attend d'un étudiant de première année? Qu'il sache justifier ce qu'il est en train de faire. C'est quand même le principe de base. Pourquoi vous faites cette technique? Et vous avez aussi l'avantage de... On vous interroge pas sur la pathologie. C'est-à-dire ce qu'on vous demande, c'est de savoir faire des techniques de base. Par exemple, une cheville, quand on s'occupe d'une cheville, qu'est-ce qu'il faut faire? Et vous avez le minimum de base. C'est une autre chose que de savoir si je... Alors, c'est une autre chose de savoir si on peut faire toutes les techniques selon que on est au sortir d'un plâtre de 2 mois ou s'il n'y a pas eu de plâtre, si on est en phase de cicatrisation complète ou pas des structures ligamentaires. Ça, c'est ce qu'on vous demandera de choisir un petit peu plus tard en fonction des connaissances des pathologies et de leur évolution. C'est pour ça qu'actuellement, vous avez des cours où on vous donne les temps de consolidation au niveau d'un os, au niveau d'un muscle, au niveau d'un ligament, au niveau d'un nerf, pour commencer à savoir quand appliquer les techniques. Je donne souvent l'exemple sur l'épaule. Vous avez tous fait l'épaule, vous êtes dedans, vous avez fini. Mais la coiffe des rotateurs, il y a beaucoup d'interventions chirurgicales sur la coiffe des rotateurs. Et on peut pas demander un travail actif contre résistance si vous êtes à une semaine d'une suture musculaire. Donc pour l'instant, vous devez avoir ces notions-là. En deuxième ou en troisième année, vous aurez des sujets d'examen, on vous dira coiffe des rotateurs, suturée il y a 2 mois, il y a 2 semaines avec une écharpe, prise en charge kiné. Et là, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux pas faire? Donc là, pour l'instant, on vous demande de rester sur les bases. Donc nous, ça veut dire connaissance de l'anatomie, connaissance de la synésio, qui permet de justifier les techniques et de les faire dans les règles de l'art, c'est-à-dire en respectant l'anatomie et la physiologie du patient. Donc quand je fais des glissements postérieurs du tibias ou le fémur pour une flexion, pourquoi je fais ça, quoi? Parce que je suis sur concave, sur convexe, que c'est une junglime, etc. C'est pour ça qu'on vous demande de présenter l'articulation, plan, axe du mouvement. C'est pas simplement pour les apprendre, c'est parce que si vous devez mobiliser cette articulation, il faut le faire en connaissance de cause. Donc vous savez, vous visualisez les structures que vous mobilisez, vous connaissez les plans, les axes, le plan du mouvement, l'axe autour duquel se fait le mouvement. C'est parce que vous savez tout ça que vous faites la technique adaptée. Parfois, vous avez tendance à ne pas faire de lien entre tout ça. Donc vous allez réciter, je sais pas moi, l'abduction est un mouvement dans le plan frontal autour d'un axe antéro-postérieur. C'est juste. Mais si c'est l'épaule, mais si c'est avec des générales, c'est faux. C'est le plan de la scapula. Parce qu'on respecte la physiologie. Autre question? Est-ce qu'on aura des cas cliniques pour s'entraîner un petit peu plus parce que dans les annales, il n'y en a pas tant que ça. Et le problème, c'est que quand on les fait, des fois, on n'a pas de correction ou pas de choses comme ça. On ne sait pas trop comment les aborder. Et finalement, c'est ce qu'on nous demande en examen, c'est de partir d'un cas clinique pour justement adapter des traitements. Mais finalement, je trouve qu'on n'est pas trop entraîné à ça à l'école, quoi. Les cas cliniques que vous avez, ce sont toujours les mêmes. Il n'y en a pas d'autres. Hein. Si vous voulez. Nous, on veut voir quoi? On veut voir
un massage, on veut voir une évaluation de force musculaire, et des techniques de base qui concernent une mob passive, soit pour un problème articulaire, soit un problème musculaire, et en général un renforcement musculaire. Voilà. Après, on vous donne ce que vous appelez un cas clinique. On est loin, très très loin d'un cas clinique. C'est une question d'examen que je qualifierais de ce qu'on appelle une question d'école. C'est-à-dire, en gros, tous les cas qu'on vous donne, ça n'existe pas. Je m'explique. Prenons la hanche, où on va vous donner d'amplitude dans les trois plans. Adduction, flexion, extension, rotation latérale, rotation médiale. En face, vous avez les amplitudes d'une coxo-fémorale normale. Là, on vous donne des déficits d'amplitude. Et il n'y aurait, par exemple, que l'adduction. C'est-à-dire, on va vous mettre rotation latérale, rotation médiale 40-0-40. Et abduction, on va vous mettre 0-0-20. Donc là, vous lisez 40 degrés de déficit d'abduction. Un bilan clinique comme ça, vrai, ça n'existe pas. Parce que si vous avez vraiment pas d'abduction, vous n'avez pas de rotation latérale. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire que c'est là où on va rentrer dans du petit détail. S'il y a une rétraction d'origine capsule-élémentaire à l'abduction, quelles sont les structures principalement concernées? Ilio-pubo. Donc là, vous me dites pubo-fémoral, ilio-fémoral. Ces ligaments, s'ils sont rétractés, ce sont aussi ceux qui sont mis en tension lors de la rotation latérale. Donc il devrait y avoir aussi une nette diminution de la rotation latérale. Mais s'il y a le pubo et l'ischio-fémoral, on ne devrait pas non plus avoir beaucoup d'extension. Donc pour chacune des articulations, pour chaque sujet, il faudrait tout traiter à chaque fois. Et ça, c'est pas possible. En temps d'examen. Donc, l'objectif de ce type de question, c'est de vous apprendre à lire un bilan pour trouver les déficiences, et ensuite de traiter la déficience. Et pour moi, que vous traitiez l'abduction, ou l'adduction, la rotation latérale, etc., c'est toujours la même chose. Vous faire une mode passive. Point. Donc, toutes ces questions-là, vous pouvez, de votre côté, imaginer que pour chaque articulation, on peut mettre une amplitude déficitaire. Quand moi je fais les questions, vous savez, c'est pas compliqué, je prends un bilan, voilà. Je fais un copier-coller de la hanche saine. J'ai la hanche saine d'un côté, j'ai mon petit tableau hanche pathologique. Qu'est-ce qu'on voudrait voir là? Tiens, je voudrais faire l'abduction, donc je mets un bilan abduction, puis je touche pas aux autres. Après, je regarde si c'est cohérent avec l'actif, le passif, tu vois, pour faire en plus une déficience de force musculaire. Puis voilà. Vous pourriez les faire, vous, les questions, hein. Par exemple, moi, j'aime bien poser, il y en a qui le savent, la question, faites-moi un bilan articulaire passif pour mettre en évidence une hypoextensivité du droit fémoral. Donc là, vous êtes un peu plus branché sur l'épaule à cette heure-ci. Je vous rappelle que pour le deuxième semestre, ça concerne, il y aura des questions sur hanche, genoux, cheville, membres sup. Mais bon, vous êtes plus dans l'épaule, c'est peut-être un peu plus frais à cette heure-ci. Est-ce que vous sauriez me proposer un bilan articulaire passif de la gléno-humérale pour mettre en évidence une hypoextensibilité du long biceps? Qui me propose un bilan de ce type? Mademoiselle Mathieu, vous pouvez pas faire ça? Faut que je pose à l'écrit. Allez-y. On prend une minute, il n'y a pas trop longtemps. Allez-y. Qu'est-ce qu'on doit voir apparaître dans l'énoncé? La gléno-humérale en actif, en passif. Actif, on s'en fout. Actif, on s'en fout. Hein. C'est difficile, coup tendu.
Ouais. Coup de tendu ou coup de fléchi? Bien sûr. Vous allez faire apparaître une amplitude de flexion, extension de l'aggloméral en fonction de la position du coude, fléchi ou tendu. C'est tout. Donc vous pourriez le fabriquer vous-même, le sujet là. Donc moi je me pose la question comme ça, tiens, allez, on va leur faire un étirement. Alors qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse comme question pour qu'ils me fassent un étirement? Donc je vais mettre extension d'épaule, extension de l'aggloméral. On est sur le biceps, oui. Donc faut pas que je dise de bêtises. On va donner plutôt les amplitudes d'extension ou de flexion? Flexion. C'est plutôt un type d'extension. L'extension, on n'a pas d'extension. Donc c'est les amplitudes d'extension qu'on doit avoir. Je dois avoir une extension, par exemple, une extension d'épaule de l'aggloméral de, je sais pas moi, 10 degrés coude fléchi et puis 0 degré coude tendu, par exemple. Quand je vois ça, je sais qu'il s'agit d'une hypoextensibilité du long biceps. Donc après, moi, je peux vous donner toutes les questions que vous voulez. Ce seront exactement les mêmes. Il y a une ligne ou deux qui changeront à chaque fois. Soit parce qu'on veut voir une abduction, soit parce qu'on veut voir une adduction, soit parce qu'on veut voir un étirement. En tournant, c'est toujours les mêmes, les questions. Et ce qui va pas aussi souvent pour vous, c'est que vous pensez que pour chacune des questions, il n'y a qu'une seule réponse. Il y a plusieurs manières de répondre aux questions. Tout le monde n'est pas obligé de faire la même technique, de présenter de la même manière. Quand on aborde le renforcement musculaire, le chapitre renforcement musculaire, on attend certaines choses. On va les reprendre. On va faire un petit truc comme ça. Donc vous voyez que ces questions, c'est toujours les mêmes. Tant qu'on parle pas de pathologie, on peut, si tout le monde veut voir un petit peu de son truc, on va rajouter simplement un élément, un ou deux. Il présente un œdème du membre inférieur qui diminue et déclive. Voilà. Ça veut dire vous avez un massage circulatoire à faire. Je sais pas, peut-être que vous aurez le massage abdominal en plus. Je sais pas quoi d'autre, je pose en étant massage, mais voilà. Alors, on a du mal à faire le lien entre les articulations et le massage abdominal. On est d'accord. Cherchez pas un lien entre une cheville à traiter et un massage abdominal. Côté pour se rendre aux toilettes, situation s'est mise en place, puis constipation s'est mise en place. Moi je suis preneur, il n'y a pas de problème. Alors là, c'est une très bonne idée, bien sûr. Vous avez le droit de faire tout ça. Mais alors du coup, je vais entendre 18 étudiants qui vont dire on va lui faire un massage abdominal parce que quand il ne peut pas marcher, il est constipé. Ouais, c'est une bonne raison, mais vous pouvez en chercher, mais chacun la sienne. Vous comprenez? Il n'y a pas forcément la bonne réponse. Et vous voudriez qu'il y ait un modèle type de réponse. Il y a des éléments attendus, mais vous avez le droit. Est-ce que vous envisageriez un enseignement de la pratique sans examen? Non. À un moment, on a tous besoin de se faire contrôler sur est-ce que notre raisonnement est bon, est-ce que ma technique est bien adaptée, etc. On a besoin de savoir un petit peu où on en est. Donc en fait, quand vous venez à un examen, vous venez pour montrer ce que vous savez faire. Vous venez à l'abattoir. C'est embêtant, quoi. Et nous, on est les bouchers. Non. Le contexte de l'examen, c'est pas dans
C'est compliqué pour nous, on est stressé, c'est qu'il y a pris un petit peu de catral, on est debout face à un jury, on a un petit, on sait que si notre préparation s'est pas forcément bien passée, qu'on n'a pas eu le temps de penser à tout, voilà, ça nous met un petit peu stress, donc on stresse, donc on n'est pas non plus dans les conditions réelles finalement. On se demande ce qu'on sait et ce qu'on a compris et ce qu'on connaît, mais on n'est pas évalué dans des conditions normales. Donc c'est le principe des examens. Et du coup, c'est dommage qu'il n'y ait pas une note de notre professeur de membre ou des autres professeurs qui viendraient faire la moyenne avec le jour de l'oral terminal, quoi. Ouais. Alors, les conditions d'examen sont forcément artificielles. Avant, il y avait des examens sur les terrains de stage avec des vrais patients, ce qu'on appelait une MSP, une mise en situation professionnelle. Certains terrains continuent à le faire. Donc là, vous pourriez mettre à critique, ouais, mais nous, on n'a pas des vrais patients, c'est pas facile. Quand on vous met des vrais patients, ah bah oui, mais on les examine. Donc c'est jamais satisfaisant du point de vue de l'étudiant dans tous les cas. Donc il suffit juste d'admettre que les conditions des examens sont des conditions particulières. Alors, la réalité, c'est que la plupart d'entre vous, jusqu'à faire ces études-là en première année, n'avaient jamais passé d'examen de ce type. Donc c'est extrêmement nouveau et c'est compliqué à gérer. Il y a du temps à gérer. Il faut faire de la technique. Il faut les justifier en même temps. Ça fait beaucoup de choses. Ceux qui sont à l'aise à l'oral, ceux qui n'y sont pas, donc chacun arrive avec son stress. Mets ton job, j'en peux pas. Ça date de l'époque journaliste. Pose ton micro, s'il te plaît. Je sais pas qui est coupé son micro et fait autre chose, mais c'est pas un problème, mais voilà. Et donc le stress, il est naturel. Mais le stress, il doit être positif. Ensuite, il faut vous accrocher à ces examens et vraiment, à chaque fois se remettre un petit peu en cause, car tous les examens pratiques que vous allez faire jusqu'en 4e année auront cette forme. Avec d'autres questions. Demain, on fait passer les examens neuro pratiques 3e année. Ils vont avoir des hémiplégies, des paraplégies. Il faudra qu'ils contextualisent leur technique. Il y a des attendus. C'est toujours pareil. Ils ont un cobaye, ils ont 20 minutes et il faut présenter des éléments de rééducation pertinents. Donc c'est un exercice, il faut s'y entraîner, il faut les travailler. C'est inévitable. C'est comme ça. C'est ce qui fait la particularité de ce type d'enseignement. L'autre point, vous dites on oublie des choses. Alors, il faut vous dire, un examen, vous oublierez toujours quelque chose. Vous oublierez de dire, vous aviez prévu de dire quelque chose, mais vous avez oublié. Et là, il y a plusieurs gradations. Le jury en face ne sait pas ce que vous vouliez dire. Donc déjà, nous ne savons pas que vous avez oublié de nous parler de quelque chose. Par contre, nous avons des attendus. Il se peut que nous observions qu'il y a des manques aux attendus de notre part. Donc on vous réinterrogera dessus. Des fois, vous sortez d'un examen en disant « j'ai oublié de dire ça ». Sauf que nous, on se foutait de ce truc-là. Personne ne le sait que vous avez oublié. Donc, faut pas se mettre la pression avec des oublis. Il y a des points forts. C'est ce que je dis souvent, votre temps de préparation à 40 minutes. Qu'est-ce que vous faites pendant 40 minutes, quoi? 40 minutes de préparation, mais moi, au bout de 10 minutes, j'ai fini. Le reste, je m'emmerde. Je vais remonter le stress. Vous pouvez me rajouter 20 minutes, hein? Ça m'irait. Pardon? Je dis, vous pouvez me rajouter 20 minutes, ça irait. Vous en feriez? Le temps de poser mon stress, je pense que je perds au moins déjà un quart d'heure. Quelqu'un rentre dans la pièce pour déjà 10 minutes. Trouve de la concentration, pas 10. C'est vrai, trouve de la concentration, vraiment, c'est pas évident. 40 minutes, ça passe très très vite. 40 minutes, moi je m'ennuie horriblement. Parce que nous, on est néophytes. Si vous avez bien travaillé, franchement, en 10 minutes, c'est réglé, quoi. Il faut vous faire confiance. Si vous êtes travaillé, vous savez faire. Les questions, c'est toujours les mêmes. Tu sais pas faire une note passive? C'est quoi ça? Vous savez pas votre BFM? Vous avez tout le massage pour vous relaxer. Toi, quand tu masses, tu te détends aussi, là. T'en profites, hein. Voilà.
Vous n'allez pas faire le Vous n'allez pas faire le NFM, c'est ça? Je vous demande n'importe quel muscle, là, vous savez pas? Si, je pense. Et moi, en fait, sur le premier oral, ce qui m'a vraiment fait paniquer, c'était on a découvert les tableaux. Je ne sais pas comment ça s'est passé dans le groupe, mais nous, on a découvert les tableaux la semaine des oraux, en fait. Donc, ça a été quelque chose de... on a vraiment découvert ça un peu la dernière minute. Donc, moi, ce qui m'a vraiment fait paniquer, c'était réussir à comprendre le tableau tout en fait, pouvoir ne pas passer à côté de l'ambiance. Et puis après, il y avait tout le BDK à penser avec les associations de participation, l'imitation d'équipe, etc. Et puis, ça, c'était que la première partie. Après, il y avait à penser à ce que j'allais faire en traitement, d'enchaîner, comment enchaîner. Enfin, en fait, ça passe très vite. En tout cas, pour le premier oral, peut-être pour le deuxième oral, on sera un peu plus avisé, préparé, moins stressé, je sais pas, mais le premier oral, c'était de la découverte, quoi. Quand je vous écoute, là, on est à 20 minutes, il reste encore 20. C'est bon. Je vous chambre un peu, hein, d'accord, on s'énerve pas. Hein. Pour ceux qui me connaissent, c'est deuxième degré, d'accord, on se calme. Quand je fais ça, c'est deuxième degré, d'accord. Que personne s'énerve. Bon, on va reprendre un petit peu les choses dans l'ordre. Les sujets, c'est toujours les mêmes. Il y a un tableau, et franchement, plus facile tu meurs. C'est-à-dire que à droite, tu as toutes les amplitudes normales. Déjà, t'es même pas obligé de retenir des amplitudes. Et ça, pourquoi on fait ça? Parce que selon les bouquins, selon les profs, c'est jamais les mêmes amplitudes. Nous, on vous dit 40 degrés d'adduction, tu prends du flou, c'est peut-être 30, t'en prends un autre, c'est 25, l'autre, c'est 36. Enfin, on s'en fout, c'est pas ça le problème. Le problème, on vous explique depuis le début, les normes moyennes, c'est pour avoir une petite idée de ce qu'est une amplitude normale, et on vous répète suffisamment qu'il faut toujours comparer au côté sain. Donc, comme ça, on vous propose le côté sain avec les amplitudes qui sont discutables. Qui a 40 degrés d'adduction dans la promo? Pas beaucoup, hein. Mais bon, ça reste 40-0. Pas de problème. On s'en fout. C'est le côté sain. Donc tu compares. Donc il n'y a pas de souci. Donc déjà on a ce tableau. C'est toujours le même. On a les amplitudes saines. Ça nous rappelle qu'il y a 2 degrés de liberté, 3 degrés de liberté. Tout s'est compris que c'était une arthrose, une junglime, trocléenne, enfin tout ce qu'on veut. Ensuite, la première chose à faire, c'est de comparer les amplitudes passives. C'est la première chose qu'il faut faire. Vous regardez les amplitudes uniquement passives. C'est tout. C'est la première chose à faire. Car c'est le même principe que pour le NFM. Le NFM, on vous dit, vous commencez par quoi? Par vérifier la liberté articulaire. Avant de parler d'actif, de tester un muscle, tu es obligé de vérifier si l'amplitude existe. Sinon, tu peux rien faire. Donc là, c'est pareil. On prend le tableau, on regarde les amplitudes, et on compare les amplitudes passives. Et là, c'est quand même pas compliqué. De gauche à droite, je compare. Il y en a moins. Un déficit d'adduction. Un déficit de rotation latérale. Voilà. Donc déjà, j'ai mes déficiences passives. Quand on a une déficience d'amplitude suite à une mob passive, la question qu'il faut se poser chaque fois qu'on a une limitation d'amplitude, c'est quelle est l'origine de cette limitation d'amplitude? Poser la question autrement. Quelle est la structure en cause? Je l'ai abordé la dernière fois, je crois, avec l'étirement mode passif, on peut revoir là, mais quelle est la structure en cause? Pour ne rien oublier, on fait de la superficie à la profondeur. Donc la première, ça peut être une cause cutanée, une cicatrice adhérente, des brides cutanées. Ensuite, ça peut être une cause musculaire. En mode passif, les muscles. Ah bah oui, ça peut être que l'hypoextensibilité. Voilà. On parle même pas de contracture parce que pour l'instant on ignore la douleur en première année quasiment. On l'aborde comme ça parce que faut se rappeler qu'elle existe. On vous demande pas de traiter réellement la douleur. En dessous du muscle, on va envisager les structures capsulo-ligamentaires. Bon, ça on connaît. Ça peut être rétractif, ça peut être aussi, on peut dire aussi hypoextensive. Hein. Et puis après, ça peut être un blocage d'origine osseuse. Si on reprend ces quatre causes, sur le plan cutané,
on peut rien faire. Enfin, pour l'instant, on ne vous demande rien là-dessus. Par exemple, des gens comme les grands brûlés avec des greffes de peau qui ont des brides. C'est des traitements très spécifiques avec des vêtements de compression, des massages spécifiques, etc. avec machine sur machine. On ne fait pas ça en première année. Déjà, on ne peut pas vous demander en examen une limitation d'amplitude d'origine cutanée. Éventuellement, si vous voulez aller là-dessus, ce serait une cicatrice adhérente, et là, ce sera par exemple le massage avec les techniques des fibrosantes. Voilà. Si c'est une cause musculaire, on attend de vous, facile, des étirements. Les étirements, c'est quoi? C'est une mobilisation passive articulaire à viser l'étirement musculaire. Pour étirer un muscle, on se rappelle qu'on utilise les courses articulaires, mais en général, on vous demande ça sur des muscles bi- ou polyarticulaires. Troisième cause, c'est capsulo-ligamentaire. Donc là, il faut étirer les structures capsulo-ligamentaires. Et là, c'est à l'inverse du muscle. Quand je fais un étirement des structures capsulo-ligamentaires, je vais dans le maximum de l'amplitude permis et je fais attention à ne pas mettre en insuffisance musculaire fonctionnelle passive les muscles qui croisent cette articulation. Alors que juste avant, bien sûr, je recherchais cette insuffisance passive pour les étirer. Et puis enfin, la dernière cause, l'imitation osseuse, c'est chirurgical. Donc vous n'aurez jamais ce sujet-là. Donc sur les quatre causes possibles, finalement il en reste que deux. Soit c'est un immob passif pour faire un étirement d'un muscle, soit c'est une immob passif pour étirer les structures capsulo-ligamentaires. C'est tout. C'est toujours pareil. Soit tu as une immob passive à faire, à viser, alors je vais l'appeler mobilisation passive analytique manuelle, à viser de récupération d'une hypoextensibilité capsulo-ligamentaire. Et l'autre, c'est une mobilisation passive manuelle à viser d'étirement musculaire. En tous les cas, c'est de la mob passive. Donc c'est toujours pareil. Hein. Une fois que j'ai bien mis en évidence les déficiences d'abduction, puis à côté je mets alors déficience d'abduction, à côté je vais mettre, on va prendre la hanche, donc d'origine capsulo-ligamentaire, entre parenthèses cubo-fémorale, je mets le traitement en face, mob passive analytique manuelle. Et je fais toutes mes déficiences comme ça. Dans votre sujet, vous avez d'autres déficiences possibles. Enfin, on y viendra après. Donc, des déficiences juste à la lecture déjà de ce truc-là. Notez que une fois que j'ai mis déficience, je peux mettre en face une restriction d'activité. Une limitation d'activité. Donc ça, c'est des choses qu'il faut travailler un petit peu. Par exemple, un sujet qui ne peut pas fléchir le genou, c'est quoi la restriction d'activité? La limitation d'activité qu'on peut mettre, qui est évidente. Les escaliers, la montée d'escalier, la descente des escaliers. Monter et descendre l'escalier, mais s'asseoir aussi. La baignoire, tout ça, la douche, la conduite. Conduire, voilà. Donc tu déclines tout ça, oui, vous en avez plein, vous les mettez comme ça. Il n'y a pas que tu à répondre. Chacun met ce qu'il a envie, ce qui lui passe par la tête. Si t'en as deux, trois, t'en gardes une, t'en gardes deux en réserve si on t'en demande une autre, et puis voilà. Et puis en face, est-ce que ça peut avoir une restriction de participation? Bah oui, j'avais une question là-dessus, monsieur, justement. Attends, je reviens. La restriction de participation, vous pouvez en trouver une ou deux. Ce sera beaucoup plus précis en deuxième ou en troisième année, parce qu'on vous dira, par exemple, une jeune femme, secrétaire, 23 ans, 2 enfants, avec le même sujet. Et donc là, peut-être ça a une restriction professionnelle plus importante. J'écoute votre question. En tutorat avec monsieur Jérémy, avec Jérémy Martin, on avait parlé justement avec les BDK, on avait fait des tableaux, etc. Et il avait dit que c'était possible de dire qu'il n'y avait pas de restriction de participation. Et ma question du coup c'est, est-ce que du coup c'est pertinent si en oral, si on crée un sujet, une histoire, et qu'on peut dire du coup qu'il n'y a pas de restriction de participation, est-ce que c'est considéré comme pertinent ou comme un manque d'information? Là, vous avez bien exploité vos 40 minutes de préparation, hein, et vous avez que 30 minutes de pratique.
Est-ce que c'est judicieux d'inventer une belle histoire pour dire qu'il n'y a aucune restriction à la fin? Je suis pas sûr. Mais ça vous empêche pas d'y réfléchir et de le proposer. Je veux pas vous donner des interdits. Après, en fonction du sujet que vous avez et la manière dont vous semblez à l'aise ou pas pour gérer la situation, vous avez le droit de tenter, vous avez le droit de prendre des risques. C'est pas grave, hein, ce type de risque. Ça peut juste alimenter une petite discussion qui peut être sympa. Hein, vous pensez toujours que nous, quand on vous pose des questions, c'est pour... alors, comme on les était venus déjà à l'abattoir, comme on est vraiment des gros sadiques, on va vous torturer encore un petit peu à la fin, quoi. Tu vois. Et puis même si tu sais, on va encore te poser des questions et vous sortez de la salle en disant putain, je leur ai tout dit, mais ils ont réussi à me planter quand même, les enfoirés, quoi. C'est terrible. Alors que là aussi, je vais être encore un peu caricatural. En général, si je pose pas de questions, c'est que vous êtes nuls. Sinon, on part de trop bas, j'ai pas envie de discuter. Tu vois. Eh ouais. Par contre, plus c'est pertinent, plus j'ai envie de poser des questions pour voir jusqu'où ça va, quoi. Donc c'est plutôt positif les questions en général. Hein. Sauf quand c'est des questions qui mettent en évidence que vous avez tout fait à l'envers. Ça fait un peu plus mal pour vous. Mais c'est une sorte de feedback. Mais par exemple, vous proposez un cas clinique en disant bon bah par exemple il y a telle limitation d'activité, mais si cette personne par exemple est retraitée, il n'y aura pas de restriction de vie professionnelle parce que chez lui, etc. Peut-être un peu pour ses loisirs. Très bien. Peut-être qu'à la fin, on peut revenir dessus. Écoutez, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Vous disiez ça. Et à ce moment-là, vous allez défendre le truc. C'est pas dire que c'est pas parce que je vais pas être d'accord avec vous sur ce truc-là que ça vous fait des points en moins. Vous comprenez? Tout va dépendre de ce que vous allez me répondre. Est-ce que vous avez des arguments ou pas? Nous, on a besoin de savoir qu'est-ce que vous avez compris. Et quand on vous interroge, jusqu'où on peut aller un petit peu dans votre raisonnement. Parce que nous, ce qu'on veut interroger, c'est votre raisonnement. Et vous êtes en mode, j'apprends par cœur un truc, de toute façon, je lui ai tout sorti, je lui ai fait la mob, et puis voilà. Mais enfin, la mob, c'était mal placé, on l'a fait qu'une fois, l'ergonomie n'était pas respectée, la contreprise n'a servi à rien. Aussi, parfois, je dis, si pendant l'examen, j'avais fermé les yeux, je pouvais vous mettre 20 sur 20, quoi. Parce que vous m'avez tout dit. T'aurais pris une feuille, tu m'aurais donné ta copie, ça suffisait, quoi. Sauf qu'on évalue la pratique. Et quand j'ouvre les yeux, t'as 0. Voilà. Parce que la technique ne correspond pas à ce que vous racontez, ou tout est faux en technique. Mais sur le plan copie, c'était pas mal. Justement, c'est un examen pratique. Comment vous mettez en pratique toutes vos connaissances théoriques? Comment vous faites le lien? C'est pas simplement voir une mob et puis je repose, puis c'est fini. Je crois qu'on l'a évoqué la dernière fois. Une mob passive, c'est j'ai une crise. Avec ma contreprise, je prends l'information. Quand je sens qu'il y a une élévation, je renforce la contreprise. Je fais un temps d'aller qui consiste à mettre les structures en course externe. Je fais un temps de maintien de plusieurs secondes pour étirer les structures capsulaires élémentaires. Je fais un temps T3 de retour, je se un temps T4. Voilà. Là, je suis clair et je le démontre. Je vais regarder, c'est ce que je suis en train de faire. Ah, pardon, là j'ai bougé, je vais vous la refaire. Et on refait. Parfois on pourrait se poser la question, on pourrait le mettre dans la grille, je sais plus si dans d'autres grilles on le met, mais êtes-vous convaincu? Oui. Au jury. Est-ce que t'es convaincu de sa mob? Putain non, pas du tout. Voilà, tu sors, terminé, tu peux pas mettre la moyenne. Alors convaincu, ça veut dire que vous avez adapté votre niveau de pratique à votre niveau de connaissance, à votre expérience. Personne n'attend de vous la super technique jamais vue. Votre expérience, elle est nulle à cette heure-ci. Un peu moins qu'il y a 6 mois. Mais vous manquez de quand vous aurez pris, je sais pas moi, 200 à 500 patients de toute pathologie, on commencera à parler d'expérience. Mais pour l'instant, on est loin du compte. Donc, on n'attend pas la super technique. On attend le fait qu'elle soit justifiée, en lien avec ce que vous dites et bien démontrée. Voilà. Je vous ai interrompu. J'avais une question, je ne sais pas si les autres avaient fini ou pas. Non, merci beaucoup. Si jamais en examen on se rend compte qu'on a fait une erreur, peu importe à quel moment, mais surtout genre à la fin.
Est-ce que dit, est-ce poulet, comment ça se passe? Il y a pas mal de possibilités, mais par exemple, tout est faux depuis le début. Donc là, nous, on peut pas tout revoir, on va pas reprendre 30 minutes pour tout refaire. Vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur. Vous pouvez faire le pari que nous ne l'avons pas vu. Et si c'est évident? Je sais pas si vous êtes joueuse, mais perso, moi je prendrais pas le pari. Oui, c'est parce qu'on les voit les erreurs. On les voit. La plupart du temps, on les voit. Je dis pas que. De temps en temps, je vais regarder à droite pendant que vous faisiez un truc que j'ai pas vu. Ok, ça peut passer. Mais globalement, on les voit. L'erreur, c'est de faire comme si on l'avait pas vu. Ce qu'il y a de mieux pour vous, c'est de corriger votre erreur. Parce que ça nous montre que vous avez pris conscience de l'erreur et que vous êtes capable de la corriger. Et ça, c'est extrêmement positif pour vous. Faire une erreur, ne pas s'en rendre compte, pour nous, c'est très très négatif. Et des fois, alors, ce qu'il faut que vous compreniez aussi, c'est que dans l'évolution de ces examens, sous j'ai envie de dire, la pression des étudiants, hein, nous n'intervenons pas du tout pendant votre temps de parole. Parce que des fois, quand, vous voyez, par exemple, je sais pas moi, vous avez un bilan où il y a un déficit de force du quadriceps, et vous nous annoncez tranquillement qu'il y a un déficit de force des fléchisseurs du genou. On peut penser que c'est un lapsus. Quand vient le temps de l'EMFM, vous faites les ischio-jambiers. Là, on se dit, c'est plus un lapsus. Et puis vient le temps du renforcement musculaire, vous renforcez les ischios. Nous, on relie notre sujet. On a mal lu le sujet, non? C'est bien le quadriceps. Bon, on dit rien. On vous laisse jusqu'au bout. Vous enfoncez. Parce qu'avant, quand on intervenait, les étudiants disaient, oui, mais enfin, quand vous intervenez, ça nous perturbe, on perd notre concentration. Ok. Donc on dit plus rien. Il serait temps à un moment de s'en rendre compte. Et si vous vous en rendez compte à la fin, avant le temps imparti, avant les questions, il faut rattraper votre connerie. Hein. Déjà nous dire que vous êtes gouré. Nous faire comprendre que j'aurais suivi exactement le même protocole, mais j'aurais pas mis mes résistances au même endroit, je sais pas quoi. Enfin, vous avez plus qu'à ramer un petit peu pour rattraper le truc, mais nous convaincre que vous auriez fait aussi bien sans cette erreur ridicule. Mais vous avez le droit à l'erreur. Vous avez le droit. Il y a pas de souci, hein. Vous avez le droit de vous tromper et de corriger. Vous avez le droit de mal faire une technique et de la refaire. Des fois, vous vous embarquez dans une technique, c'est complètement foireux. Le bras, il termine en dessous. J'ai pris mes prises à l'envers. Vous terminez comme ça, comme si on voyait rien. Puis, j'ai passé autre chose, on va passer au massage. Genre, étouffe l'affaire, je crois qu'il a rien vu. Non, vous avez juste à dire. Je crois que je suis à l'envers, je vais vous la refaire. Voilà, puis vous la refaites correctement. Il n'y a pas de problème. Moi, quand je fais des mobs, ou des fois je fais des lapsus aussi, quand je fais en télé, j'inverse les trucs, j'inverse, je vous la refais, il n'y a pas de problème. On corrige. On a le droit à tout, ça. Vous voudriez que ça soit un truc où il n'y a que un seul discours, une seule solution, une seule attitude. Non, c'est open, chacun fait comme il le sent. Il y a des attendus dedans. Mais gardez votre expression, gardez vos idées. Faites-vous un peu confiance. C'est ce qui vous manque la plupart du temps, parce que vous venez à l'abattoir. C'est ça le problème. Hein. C'est pas un abattoir, c'est une salle d'entretien. C'est une salle où vous venez. Vous êtes plutôt content de venir parce que vous allez démontrer ce que vous savez faire. Depuis le temps que j'attendais ce moment, je vais enfin lui montrer ce que je sais faire. Oui. Bah oui, mais ça change tout. Vous comprenez, c'est pas se la péter non plus, parce que si tu la pètes, on peut aussi te réexpliquer que tu peux encore progresser. Mais ok, vas-y, viens. Allez-y comme ça.
puis admettez la discussion, admettez les questions, ayez du répondant. On est d'accord que tout ça, ça nécessite des prérequis. Si tu connais pas ton ANAP, si tu connais pas ta cinésie, c'est sûr que ça va pas être facile de répondre aux bonnes questions. Hein. Mais l'effet que vous, ça vous laisse en tant qu'examinateur, quelqu'un qui s'est planté et qui se dit « Ah non, désolé, en fait, je me suis trompé, c'est l'inverse, vous savez comment il faut faire. » Vous dites « Cool, la personne a vu et c'est bien » ou vous dites « Bah, la personne sait faire, quand même, c'est abusé, elle aurait pu faire du premier coup, quoi. » Non. Ah bah bien sûr. L'idéal, c'est de ne pas se tromper. Évidemment. Mais le fait de rattraper la situation, la reconnaissance de l'erreur et la proposition de la bonne solution, c'est ce qu'il faut faire. C'est là où vous récupérez au mieux la situation. Moi, j'ai des collègues examinateurs. Il a fait quoi? Testing des issues, MFM, 0. Voilà, terminé. C'est aussi simple que ça. D'autres, c'est... Bon. Vous pouvez relire votre question, s'il vous plaît? Oui. Le déficit, là. Donc là, on voit l'étudiant tout d'un coup qui blémit, hein, qui accélère sa sudation. La voix devient un peu chevrotante. Les mains tremblent un peu plus. Ou alors c'est non, j'ai pas fait ça. Mon Dieu. C'est 40 minutes de préparation, d'accord? Pour mettre au point les ischios, alors c'était le quadriceps. Donc là, on voit que l'espèce de sorte de fin du monde, ça bat sur vous, quoi. Et donc il y a ceux qui vous diront, bah, alors, montrez-moi comment vous auriez fait pour le quadriceps. Ok. En gros, on va mettre la moitié des points, quoi. Ou zéro. Si vous faites rien. Donc faut toujours rattraper. Tout à l'heure, vous parliez de notes de participation, hein, vous suggériez une moyenne de tout ça. Ça, c'est un petit peu compliqué à mettre en place. Vous avez aussi les contrôles continus, vous avez parfois des notes d'appréciation que peuvent laisser certains enseignants. Tout ça, c'est pris en compte. Faut pas que vous l'oubliez. Ça, c'est pris en compte, par exemple, au moment de la CAC. Ça peut faire partie des débats. Pourquoi on peut pas vous donner vos notes? Parce que cette note, eh bien, elle peut être réévaluée au moment de la CAC en fonction des contrôles continus ou autres. Mais quand t'as quelqu'un qui a 6 au CC1, qui a 7 au CC2, qui a 8 aux examens semestriels, il est en progression, mais il a encore du boulot. Ok. Maintenant, t'as 17 à tous les CC, t'as eu 18 au semestre 1, tu fais 9,5 on va regarder de plus près. Donc tout ça, c'est des choses qui sont prises en compte. Vous pouvez pas dire, j'ai raté mon examen à demi-point. Si à la fin il vous manque un demi-point, c'est que on a pensé qu'il n'y a pas besoin d'en remettre un demi-point. Donc tout ce que vous faites, votre comportement en TP, vos CC, tout ça, ça entre en compte. Ça vous arrive de revoir à la baisse, qu'à l'inverse, quelqu'un qui a réussi mais qui a des notes qui va passer ric-rac avec son examen final et qui CC s'est mal débrouillé ou en cours qui participe pas du tout, ça vous arrive de dire voilà, il a eu de la chance, mais c'est que de la chance, donc rattrapage. Vous avez pas le droit entre guillemets. Ça veut dire qu'on ne donne plus du tout de valeur aux examens semestriels. On va faire à la gueule comme ça. On va discuter entre nous, Montavon, comment? Moi j'aime bien. Et toi, ouais, j'aime pas du tout. Ok. On fait un vote. Bon, allez, on la fait passer. Ou pas. Non, c'est pas ça. Votre examen semestriel, c'est vrai que c'est un moment fort. C'est parce que justement les conditions d'examen sont un petit peu plus spécifiques. Il y a beaucoup plus de temps. Il faut structurer un petit peu les réponses. Donc il n'y a pas que votre technique qui est mise. Donc c'est vraiment c'est ce qui rapporte le plus. C'est ce qui rapporte le plus. Mais il est clair aussi que si vous avez 15, on va pas vous dire non, on va lui baisser sa note à 9. Comment on pourrait justifier ça face à un étudiant? C'est pas possible. Par contre, t'as 9. On regarde, quoi. C'est qui cette personne qui a 9? Sur quoi elle s'est plantée, quoi?
Est-ce que finalement on lui a mis 9 parce que elle s'est gourée de muscles? Mais en fait, on sait très bien, nous, qu'on demande l'un ou l'autre, ça aurait été aussi bien. On le sait, ça. Surtout si les résultats antérieurs sont bons, si les comportements antédés sont bons, si c'est des étudiants qui sont interactifs, qui cherchent à comprendre. Voilà, comprenez que vous êtes évalué sur cet investissement-là dans la compréhension des techniques. Et parfois, on n'est pas là, hein, bien sûr. Hein, vous êtes 32, hein, vous voyez, donc tout le reste de la promo, ils m'entendent pas là. Et peut-être pour certains, ils en sont à se dire. Alors, c'est quand vous écrivez? C'est avant ou après la pratique? Et après. Voilà. Donc t'as une question à l'écrit de Synésio, par exemple. Bah, tu te dis, moi je vais passer ma pratique le mardi, et bah, il me reste 3 jours pour réviser ma Synésio pour les écrits. Tu vois? Bah, c'est con quand même. Parce que la synésio, t'en as besoin pour la pratique. Donc ça c'est quelqu'un qui veut pas comprendre ou qui n'a pas encore compris comment il fallait travailler. Comment on peut mobiliser facilement un poignet ou tous les os du pied si on connaît pas son anate et sa synésio? Comment convaincre le jury que vous savez faire en lien avec tout ça si vous savez rien de la synésio ou de l'anate? C'est comme ça, non? Voilà. S'articule avec quoi? Deuxième méta? Bah non. C'est mal barré, hein. Ne pas trouver l'interligne, par exemple, entre le deuxième cunéiforme et le deuxième méta. On vous en voudra pas, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, ça. Par contre, me dire, c'est difficile, je suis pas sûr de le sentir. Par contre, là, j'ai le tubercule du naviculaire, donc il est là. Après, j'ai l'interligne avec le premier cuné. Donc, si je viens en dedans, en regard du deuxième méta, ça devrait être par là. Je suis pas sûr de le sentir, mais c'est par là que je devrais le trouver. Tu m'as convaincu de pas mal de choses. Hein. Je suis convaincu que c'est encore pas bien palpé, ça on s'en doutait. Par contre, vous avez tous les moyens anatomiques et les repères connus pour essayer de le retrouver correctement. C'est parfait. Tout fonctionne comme ça. Vous comprenez que si à un moment vous attendez quelque part d'être évalué pour savoir où vous en êtes dans vos connaissances, nous, on vous évalue pour savoir où vous en êtes dans vos connaissances. Hein. Donc, c'est pour ça que vous avez certains enseignants qui veulent pas entendre parler d'examen, qui veulent en parler que d'entretien. Mais ouais, ça pourrait être un jeu de questions-réponses. L'année dernière, on l'avait fait en visio, questions-réponses. Là, ça fait mal. Hein. Parce que là, on pose les vraies questions. Quoi. Une vraie question, c'est comment vous mettez... proposez-moi un bilan goniométrique pour mettre en évidence une hyposensibilité du mot biceps. Quoi. Ça, c'est... Vous savez répondre à ça. Si c'est pas répondre à ça, c'est compliqué. Hein. Quand tu veux interpréter un bilan derrière. C'est autre chose après de savoir faire un étirement. Un étirement, il y a plein de manières d'étirer le biceps. Et vous voulez en faire qu'une. Parce que peut-être dans votre travail personnel, vous n'avez pas été assez curieuse ou curieux pour aller voir s'il y avait d'autres techniques ailleurs. Aujourd'hui, n'importe quelle info, vous êtes capable de la traiter en allant sur YouTube, chez Google, tout ce que tu veux. Tu fais la même chose sur votre patient. Tu verras bien. On propose aux enseignants. Moi, j'ai vu ça. La dernière fois, on a fait ça pour les étirements de biceps. C'était intéressant. Il faut que vous compreniez que vous êtes en formation professionnelle, quoi. Alors vous avez envie de rester un petit peu étudiant, quoi, normal. Mais vous êtes en formation professionnelle. C'est-à-dire que tout ce que vous apprenez aujourd'hui va vous servir pour prendre efficacement des patients en charge. Quand t'apprends la nage, la synésio, c'est pas comme t'apprends la géométrie ou je sais pas quoi qui te dit jamais ça me servira. Tout ce que vous apprenez là, ça va vous servir. Au quotidien. Pour la prise en charge de patients. Et tous, vous avez choisi cette profession pour aider les autres, hein, c'est ça, parce que vous voulez les soulager, c'est ça, hein, un truc comme ça. Eh ben ouais. Je trouve ça super. Quelle noble ambition. Ce que vous apprenez, c'est au service de cette ambition-là.
Et vous avez envie de savoir à un moment si vous êtes capable, si vous êtes au point. Eh ben, nous, on va vérifier ça avec un examen. Pas de problème. Il n'y a plus de pression, hein. La seule pression, c'est de savoir si je fais bien pour quand je vais aller en stage, je serai capable de ne pas péter un patient, quoi. Ça change tout. La vision de l'examen, c'est un petit peu autre chose. C'est pas aléatoire. C'est le contrôle technique. Quand tu prends ta bagnole, à un moment, tu vas savoir si elle va tenir la route ou pas, quoi. Ce contrôle technique, tu verras bien. Allez, un petit contrôle technique, une fois par semestre, pour voir où on en est. Version continue la route. Si tout se passe bien, à la fin, tu as un permis d'exercer. Ça s'appelle le diplôme d'État. C'est-à-dire que nous, on aura formé des étudiants dont on peut affirmer que quand on lui prendra en charge des patients, ils sauront les prendre en charge à minima correctement et sans être délétères. Voilà. Est-ce qu'il a besoin de se perfectionner? Ah bah oui, sûrement. Quand tu as eu ton permis de conduire, je sais pas si tu étais à l'aise pour conduire sous la neige, sous la pluie, dans le brouillard, la nuit. Ça a appris tout ça, mais on t'avait donné tous les conseils pour que tu t'en sortes dans chaque situation. Après, peut-être t'es devenu pilote de rallye sur glace, hein. Et voilà, t'auras été prendre les cours, tu te seras spécialisé. Tu seras un super rallye, terre battue, je sais pas quoi. Bah oui, mais tu seras Formule 1. Bah, t'auras pris les formations qui vont avec. Si on revient à notre examen, on analyse les déficiences d'origine passive. Dans un deuxième temps, vous comparez simplement les amplitudes actives à la passive pour voir si toute la course passive existante est bien utilisée en termes d'actifs. Donc, ça vous laisse supposer que si on vous dit le sujet a 20 degrés d'abduction de hanche, côté 5,40, et qu'en actif, il y a 20 degrés, vous avez le droit d'exclure un problème de force musculaire du moyen fessier. Vous êtes d'accord que c'est pas vrai. Ça pourrait ne pas être vrai. Vous êtes d'accord avec ça? Je pourrais très bien lire quand je lis un bilan en passif 20 degrés d'abduction. Tiens, même mieux que ça. En passif 40 degrés d'abduction. Donc une amplitude passive normale. Et en actif, vous lisez 40 degrés. Est-ce que j'ai raison de dire que ce moyen fessier est à 5? Non. Au mieux, il est à combien? Non, ça dépend de la position dans laquelle on a pris les mesures, mais en gros, on est à 3 si on est en latéraux contre le pesanteur. Ouais. Il peut être côté à 2. Il peut être côté à 2. Et on est d'accord. Sauf que sans autre précision dans l'énoncé, qui vous dirait le moyen fessier est côté A3, sans autre précision de l'énoncé, on vous demande, quand tu lis 40 degrés en actif alors qu'il y a 40 degrés en passif, de considérer que la force de ce moyen fessier est normale. Cliniquement, c'est pas sûr. Mais, question d'école. T'as qu'une amplitude déficitaire pour une structure ligamentaire alors que ça devrait retentir sur les autres. Question d'école. Actif égale passif considère que le muscle a une force normale, sauf données contraires de l'énoncé. Maintenant, 40 degrés en actif, 40 degrés en passif, on te dit 20 degrés en actif. Putain, le message il est clair. Là, on te dit, il y a un déficit de force du moyen fessier. Et on vous demande de faire le MFM de ce muscle à la cotation estimée. Soit vous dites, là vous avez possibilité. Soit vous dites, les mesures ont été faites en latérocubitus. Ce sera 3 mois. Soit elles ont été faites en décubitus. Ce sera 2 mois. Ah, mais laquelle je dois prendre? Est-ce qu'il faut que je fasse les deux? J'ai envie de dire, c'est laquelle la plus plausible selon vous? N'hésitez pas à mettre le micro si vous parlez. C'est laquelle la plus plausible? Les deux peuvent être justes. D'accord? Les deux peuvent être justes. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Je suis juste en train de vous dire, s'il fallait choisir une des deux, la plus plausible, c'est laquelle? 3 mois ou 2 mois? 2 mois.
Moi, je dirais de moins si le patient vient et qu'il a un déficit, quand il a une prise en charge qui est, moi, je partirais sur la 2 moins. Et puis, les mesures goniaux, si on les fait plus facilement, on va les faire en cubitus, donc c'est un pesanteur. D'accord. Qui fait de la gonio aux adductions de hanche en latérocubitus? Qui fait ça? Personne fait ça. Personne. Sauf si le gus, il n'a pas le droit d'être en décubitus parce qu'il a des escarres sacrés, tout ce qu'on veut. Et même s'il a des escarres sacrés. On va se faire chier dans la pratique. Il est en latérocubitus, c'est un escarre sacré. Bon, tu m'excuses pour le fait bilan, je le mets 30 secondes sur les cuisses. Et puis tu le remets. Et puis voilà. Donc le plus plausible, c'est 2 mois. Et 3 mois, c'est pas faux, en théorie. Tant qu'on est dans les questions d'école, tu peux avoir des réponses d'école. Pourquoi pas faire 3 mois? Dis, je vais faire 3 mois parce que ça me fait un point de cotation en moins à progresser dans le renforcement musculaire. Non. C'est pas le bon raisonnement. C'est quoi le plus plausible? Quand tu fais de la gonio, c'est quoi la meilleure position? Voilà. Donc, techniquement, c'est plutôt comme ça. Quand on veut vous faire raisonner autrement, on vous le dit dans l'énoncé. Quand on vous dit, je sais pas moi, extension du hanche-temps, les mesures ont été faites en procubitus bout de table, c'est clair. Par rapport à 3 qu'on te demande la situation. Mais si on te fait le même énoncé en disant les mesures ont été faites en latérocubitus, là c'est clair aussi. Donc à chaque fois, vous avez les bonnes indications pour avoir les réponses qui sont évidentes, quelles que soient les questions. Et si à un moment vous hésitez, pas de problème. C'est quoi le plus plausible? Donc, est-ce qu'on aurait pu répondre 3 en disant qu'il est venu en marchant et que du coup, on estime qu'il arrive quand même à porter son propre poids? Non, là, on commence à rentrer dans des hypothèses diverses et variées. Évitez, simplifiez-vous la vie. Pour l'instant, vous faites des questions d'école simples. Simplifiez-vous, restez simple. Vous lisez votre bilan, point. Vous listez les déficiences. Donc à la fin, vous avez quoi? Forcément, vous avez une déficience d'amplitude, dont l'origine est soit une hypoextensivité musculaire, soit capsulo-ligamentaire. Quelle que soit la situation, sur votre feuille en préparation, vous avez mis en face la technique vous avez mis déficience de telle amplitude, l'origine de la déficience, capsulo-ligamentaire ou hypoextensivité musculaire. En face, vous avez mis les limitations d'activité. Pourquoi pas des restrictions de participation dans le cas vous pourriez imaginer. Et en face, vous mettez la technique de traitement adapté. Vous avez ça, c'est le minimum que vous mettez sur votre feuille de préparation. Après, vous avez des déficiences d'ordre déficit de force musculaire. Il y en a où il y en a pas. Il y a celles qu'on va déduire en comparant l'actif au passif. Ça peut être une évidence. Parfois, il n'y a pas de différence entre le passif et l'actif, mais l'énoncé vous dit le moyen fessier côté A3, les fibulaires sont côté A2, le deltoïde A3, enfin, c'est clair, et moi, je me pose la question, t'as compris ce qu'il fallait faire. Donc, les déficiences de force musculaire. En face de déficience musculaire, forcément en face, tout de suite, je note innervation, évidemment, je vais faire le MFM. Et puis éventuellement, je remarque renforcement musculaire, cotation estimée, renforcement musculaire de 2 à 5. Ça, c'est noté. Après, vous pouvez avoir d'autres déficiences. On vous dit, vous faites un massage abdominal. Tu as le droit d'annoncer, je sais pas moi, petit patient. Voilà. Vous pouvez broder une petite histoire là-dessus. Effectivement, il marche pas bien, il circule plus, il n'a pas le droit là-dessus, j'en sais rien. Pourquoi pas. Une cheville, par exemple, et on vous dit un œdème, etc., vous dites déficience circulatoire, œdème, massage circulatoire en face. Vous pouvez avoir œdème, contracture, une autre déficience, contracture musculaire, donc je mets en face, massage des contracturants. Massage des contracturants, je sais pas moi, j'ai 2-3 expressions clés que je mets forcément en face dans les attendus. Qu'est-ce que vous mettez pour une contracture musculaire? Lever de tension à la fin du massage.
On a le temps. Alors, levée de tension, vous me dites à la fin du massage. Quoi d'autre? Douleur à la palpation, à la contraction, à l'étirement. Donc là, vous êtes dans le bilan. Ouais. Ensuite. En course interne. Quoi en course interne? Muscle en course interne. Oui, pour faire du pétrissage, j'imagine. Pétrissage en course interne. Ok. On peut faire un étirement avec Sherrington, qui est contracté. Alors, on peut utiliser l'innervation réciproque de Sherrington. Oui. Mais déjà, le plus important, c'est le bilan. Le bilan. On vous dit, le sujet présente des contractures de la région lombo-fessière. Tu le fais sur quoi, ton levé de tension? Il faut choisir. Donc à un moment, il faut faire un bilan. Comment on fait le bilan d'une contracture? Donc là, vous avez le droit de proposer un ou deux muscles que vous visez spécifiquement. Donc ne pas oublier de faire le bilan de la contracture. Si c'est pas très clair pour vous le bilan attendu en massage de la contracture, posez les questions aux enseignants de massage. Ensuite, évidemment, on commence par alors, on va faire un massage. On va faire un petit massage. Petit massage, petite réponse, petite note. Donc on va faire du massage. Le massage, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de l'effleurage, et du pétrissage. C'est pas faux, mais pour moi, c'est pas pertinent. Dites-moi que vous faites un effleurage superficiel à vitesse lente. Dites-moi que vous faites un pétrissage en rétation en course interne à vitesse lente. Oui, là, j'entends. Parce que je peux faire du pétrissage superficiel en vitesse accélérée pour faire du massage sportif. Je peux faire un effleurage très rapide dans le cadre d'un massage sportif. Donc quand vous me dites effleurage, pétrissage, de quoi parlez-vous? Quelles sont les quelques caractéristiques de cet effleurage? Là, en un ou deux mots, oui, mais il nous faudra 2 heures. Mais non, en préparation, il sert à ça. Donc, massage, contracture, massage. Il faut commencer par effleurage. Superficiel, lent, pourquoi faire? Pétrissage, ah oui, forcément en course interne. Et après, je rajoute les trucs optionnels si j'ai le temps. Je fais un lever de tension. Pourquoi je ferais un lever de tension à la fin du massage? Je peux faire un lever de tension au cours du massage. Je peux très bien faire lever de tension au cours du massage, puis refaire un effleurage pour retour au calme, puis refaire lever de tension, puis refaire pétrissage et effleurage pour retour au calme. Et je conclus par un effleurage pour retour au calme. Je peux le mettre au jeu. Là-dedans, je peux éventuellement placer l'innervation réciproque de Sherrington ou autre, qu'importe. Je n'ai pas obligé de faire tout le catalogue. Qu'est-ce qui semble pertinent? L'innervation réciproque, l'innervation croisée pour le quadriceps, je veux voir. Quadriceps, l'idéal, c'est quoi? C'est un lever de tension au droit fémoral et le pétrissage des vases. Ça, c'est bien. En course interne. Une épaule, c'est massage mobilisation de toute la scapula. J'en profite pour enchaîner sur les modes passifs, par exemple, juste derrière. Et là, on commence à voir que vous avez le souci de dire, le massage, il va échauffer la musculature pour mobiliser la scapula, ça permettra de diminuer la viscoélasticité du fixateur, ce qui me donnera plus d'amplitude sur la mode passive de la scapula. Ah ouais, bingo, t'as tout compris. Ouais, c'est ça qu'on attend. Oui, ça c'est excellent, ça. Plutôt que de dire, alors, on m'a dit contracture. Alors, contracture, c'est massage, ok. Faut que je fasse quoi maintenant? Ah oui, il peut pas. Donc, je vais vous mobiliser la scapula, voilà. Et après? Ah oui, il faut renforcer les muscles. Tout était lié, là. C'est l'occasion de faire le lien, et vous ne voyez pas le lien. Vous voulez pas le voir parce que vous apprenez. Segmentaire. Faites du lien. Faites-vous plaisir. Nous, ça nous fera plaisir. Bon, je vous accorde, comme tout à l'heure, la cheville, la constipation, le lien n'est pas facile, mais on peut en trouver, j'ai entendu. Donc, avant tout, de la sérénité. Les questions, c'est toujours les mêmes. Donc, la manière de répondre, le plan, c'est à peu près toujours le même. Par contre, dans le contenu, je peux me faire plaisir. Donc, je répète. On lit.
Déjà, de quelle articulation s'agit-il? Passe Gorée. Ensuite, on commence par les amplitudes passives. On compare le côté pathologique au côté sain. On a pu lister les déficiences. Attention, s'il y a des changements de position articulaire, à mon avis, c'est pour attirer votre attention sur la possibilité d'une hypoextensibilité musculaire. Pas forcément, hein. On peut vous donner, je sais pas moi, flexion de genou 140 hanches fléchies et flexion de genou 140 hanches tendues. Là, ça veut dire qu'il n'y a rien. C'est un piège. Wow, il est énorme. Quel piège énorme. Alors que j'ai regardé 140 et du côté 140, il n'y a rien du tout. C'est bon, on passe. Tiens, un sujet, je réfléchis. Alors, hanche fléchie, 90 degrés de flexion. Je parle du genou, hein. D'accord. Sujet assis en bord de table. Hanche fléchie, donc. Je vous dis quoi? Hanche fléchie, 120 degrés. Hanche tendue, 90. C'est quoi votre diagnostic en termes de déficience? Extensibilité, droit fémoral. Ouais. Quelqu'un a autre chose à proposer? En massif ou en passif? Je vous ai dit, moi, l'actif ne m'intéresse pas. Je ne parle que du passif. En capsulo, du coup. Capsulo? De quoi vous parlez? En déficit flexion de genou, on a le même déficit d'extension à la fois, ça comporte la position de la hanche. Donc, je partirais sur un déficit capsule. Donc, vous nous dites un déficit capsulo-ligamentaire en flexion du genou. C'est ça? Oui, je dis, peu importe la position de la hanche, on a le même déficit d'extension au niveau du genou. Donc, je pense que j'ai pas de déficit d'extension sur ce genou. Je vous redonne les amplitudes. Sujet assis en bord de table. Flexion, extension du genou. 120, 0. Ok. Sujet décubitus. Bout de table. Donc, hanche tendue. 90, 0. Oui, j'avais entendu 90 dans les deux positions. Ok. Je pense qu'il y a les deux, parce qu'en soi, une flexion de genou, on peut avoir 120, donc je dirais qu'il y a une hypoextensibilité du droit fémoral, mais qui reste peut-être encore un déficit capsulo-ligamentaire en dessous. Ça dépend de ce que vous donnez côté sein. 140, la flexion. Ah, voilà. Oui. J'entends ce que vous me dites, mais je suis pas forcément d'accord avec vous. C'est les autres, peut-être les autres muscles, par exemple les vastes, qui peuvent peut-être aussi limiter, mais qui ne sont pas forcément pris en compte tout de suite, mais qui terminent la limitation, en fait. Je pense que ce truc-là... Ouais, je pense que ce truc-là, Charlène et moi, on peut avoir raison tous les deux. Mais voilà. La question que pose. Qui est rétracté, on va pas forcément avoir, même en mettant là ici hanche fléchie, on va peut-être pas forcément avoir les amplitudes totales comparables au côté sein. Si l'hypoextensibilité est importante, c'est ça que vous dites? Oui. Ouais, c'est possible, ouais. Okay. Alors, Léa, JP et Charlène ont raison. Alors vous dites, merde, moi je fais quoi dans mon traitement? Il faut que je fasse l'étirement du droit fémoral, et en plus, il faut que je fasse tout le capsulo-ligamentaire du genou. Putain, la question de ouf qui m'ont mis. Je savais bien que je venais à l'abattoir, vous avez trouvé le moyen. Comment on se sort de ça? C'est évident. On choisit la chose primordiale à traiter.
le déficit d'extensibilité du droit fémoral. Très bien. Je suis d'accord avec ça. Continuez. Parce que là-dessus, c'est ce qui nous permettra de déjà gagner, on va dire, les 30 degrés qui nous manquent entre les deux positions de hanche. Et on va dire les 20 derniers degrés, ce sera plus, comme vous avez dit, du capsule ligamentaire. Donc voilà. Ou pas. Ou pas, oui. Comment je vais le savoir? Je peux le savoir. Une fois qu'on est passé à faire un bilan derrière. Recommencez, Léa, j'ai pas entendu. Une fois qu'on a traité la première cause, ici l'hypoextensibilité qui est visible, là pour le coup on est quasiment sûr que c'est ça. Une fois qu'on l'a traité, on refait le bilan pour voir s'il y a d'autres déficits derrière qui sont pas dus à ça vu qu'on a déjà traité. On va avoir compris votre réponse, je vais traduire. Là, quand la hanche est tendue, on n'a que 90 degrés de flexion, alors que quand on était assis, on avait 120. Il est clair qu'il y a une hypoextensibilité du droit fémoral. Ça, personne ne peut revenir là-dessus. Il y a une hypoextensibilité du droit fémoral, c'est sûr. La question, quand je lis ce cas, oui, mais 120, c'est pas 140. Peut-être qu'il y a du capsulo-ligamentaire. Ok. Je suis incapable de répondre à cette question pour le moment. Comment je vais faire pour répondre à cette question? Je vais étirer le droit fémoral. Je vais mettre mon sujet en cubitus et je vais faire un étirement du droit fémoral comme je sais le faire. Et imaginons que je sois très très bon, je parle du kiné, et que à la fin de la séance, j'ai gagné 10 degrés. Quand le sujet est en décubitus, au lieu d'avoir 90, j'ai bien progressé. Je mesure le sujet à 100. Oui, de 90 degrés, hanche tendue, je suis passé à 100. J'ai gagné 10 degrés. Si je remets mon sujet assis, je vais trouver combien? C'est pas justement. Ah si. Si je retrouve 130, c'était que le droit fémoral qui était concerné. Si je reste à 120, c'est qu'il y a du capsulo-ligamentaire. C'est QFD. Ça va? C'est imparable. Donc, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est des étirements. Et vous dites, par exemple, quand vous présentez ce bilan-là, dans vos conclusions de bilan, la BDK depuis le début, j'analyse un petit peu le bilan des amplitudes passives. Donc là, on a un déficit d'amplitude hanche fléchie, qui est la position où on devrait avoir le maximum d'amplitude. Je vois que 120, qu'on perd à 90, ouais. Donc là, je l'attribue au droit fémoral. On ne peut pas exclure, dans un premier temps, qu'il n'y ait pas en plus un problème capsulo-ligamentaire. On refera un bilan à la fin de l'étirement et on verra bien à ce moment-là. Vous proposez des étirements. À la fin des étirements, vous dites, si on retrouve le gain que j'ai obtenu hanche tendue en position assise, c'est qu'il n'y a pas de problème capsulo-ligamentaire. Par contre, si au lieu de passer à 130, j'aurais dû passer à 130, je reste à 120, c'est qu'il y a aussi un problème capsulo-ligamentaire à 125. Si je retrouve pas le gain, à un moment, c'est qu'il y a aussi autre chose. Et ça, faut bien l'avoir en tête, parce que vous verrez que dans la réalité pratique, c'est souvent mixte, les limitations d'amplitude, quand elles sont importantes, vous avez toujours un petit mix muscle, hypoextensible et capsulo-ligamentaire, et c'est même très difficile de faire une différence entre les deux. Et là, donc on se rappellera que, question d'école, réponse d'école. Personne ne te demande de faire tous les étirements des muscles, plus le capsulo-ligamentaire du genou. C'est un des deux. C'est pas les deux. Donc vous avez pas à vous poser la question, oh, mon Dieu, mais j'aurais jamais le temps de tout faire. Non, c'est un des deux. Et vous pouvez le justifier. Il n'y a pas de problème. On retrouve les gains dans l'autre position de ce que j'ai gagné dans l'étirement. Il n'y a pas de problème capsulo-ligamentaire. Si c'est le cas, je peux vous proposer des récupérations d'amplitude passive. Allez-y, montrez-moi. Vous faites, parce que c'est pas un problème pour toi de montrer une récupération de flexion de genou en passif. C'est pas un problème. Votre problème, c'est le temps. J'ai pas le temps de tout faire. On te le demande pas. Le fais pas. Par contre, si on te demande t'es capable, oui. Alors tout va bien. Mais si à cette heure-ci vous dites je suis incapable de poser un genou, je suis incapable de poser une épaule, je comprends que c'est un peu stressé pour les examens. Je comprends. Ok pour les énoncés, ça va?
Donc, je je vous ai déjà dit, largement ce qu'on attendait d'une mob passive. J'aimerais même faire un point rapide sur le travail actif, le renforcement musculaire. Le renforcement musculaire, globalement, vous avez fait le MFM, donc vous avez déduit qu'il y avait un muscle faible et il fallait progresser pour récupérer la force comparable au côté sain. Donc, quelles sont les techniques que vous allez utiliser? Premier principe. Nous, ce qu'on attend. Qu'est-ce qu'on attend d'un première année qu'il est là, en fin d'année? On attend de cet étudiant qu'il soit capable de faire travailler un muscle dans n'importe quelle course et dans n'importe quel mode. Voilà. Ensuite. Ça, c'est de l'analytique. Donc, tout ce que tu sais faire en EMFM en termes de compensation, c'est les mêmes en travail actif analytique. Tu fais les mêmes. C'est bon. T'as appris un, t'as appris pour l'autre. Ensuite, tout travail actif doit être analytique, doit le plus vite possible être converti en travail actif global. Le membrane, c'est l'éventail fessier, c'est, etc. Roulement en su, un peu plus difficile. Par contre, on veut aussi voir passer de la chaîne ouverte à la chaîne fermée. C'est la règle. Souvent, vous faites pas la chaîne fermée, ça vous emmerde, donc vous débrouillez pour être dans la limite du temps, pour avoir le temps de le faire. Donc la chaîne fermée. Donc, quand vous préparez, là, quand vous révisez, quand vous êtes en TD, posez-vous ces questions-là. Posez-vous ces questions. Et en chaîne fermée, qu'est-ce que je ferais pour ce muscle-là? T'as pas d'idée? Sur Internet. Il n'y a pas de problème. Les idées te semblent farfelues? Tu comprends pas la vidéo que tu as vue sur Internet? Propose-la à ton enseignant de TD. Tu sauras. Et vous n'êtes pas obligé de faire tous le même exercice. Peut-être avez-vous vu des exercices sur votre premier stage? Peut-être avez-vous vous-même, en tant que patient, un jour fait certains types d'exercices? Peut-être avez-vous vu d'autres personnes travailler avec d'autres exercices? T'as le droit. Du moment que, quand vous présentez l'exercice, il soit relativement pertinent ou adapté à ce que vous répondez. Tout le monde connaît la position chevalier-servant? Ouais. Allez. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette position? Elle sert à quoi cette position? Vous l'utilisez pour quel exercice? Demande en mariage. On utilise pour de la mesure. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai là? Je vais... Voilà. Ok. Position ergonomique pour se mettre en position en basse, pour nous protéger. C'est à fond, on n'est pas du tout sur la longueur d'onde, on est en train de parler de mariage, là. Matériel. Attendez, elle me fait une déclaration, attends, je suis obligé de répondre. Attends, je vais mettre voilà, comme ça. Bon. C'est pas ton coup, elle était de vous amadouer, hein. Je sais pas si Mademoiselle Maurice en examen. Bon, allez, plus sérieusement. Le chevalier servant, pour quel exercice? Ça peut être vu comme se mettre en position chevalier servant, ça peut faire un peu comme défendre pour du renforcement du grand fessier, par exemple. Non. Pas trop comment je vais faire du renforcement du grand fessier en chevalier servant. Je fasse quoi? Quand on se relève. Pour se relever. Alors, passer de chevalier servant à debout. Oui. Pour travailler la stabilité. Du poignet? Non, mais si on est en position de chevalier servant, il faut bien tenir debout. Enfin, genre accroupi, en position. Faut pas appliquer. Tenir au chevalier servant? La stabilité de quoi? Si on est en chevalier servant, pour pas chuter sur le côté. Ça peut être un exercice pour travailler. Vous êtes gallois, je ne vous suis pas. Je sais pas de quoi vous me parlez. Vous me parlez d'équilibre, mais je sais pas de quoi. Si j'ai bien compris la question, c'était... Qu'est-ce qu'on peut faire avec la position chevalier servant? Qu'est-ce qu'on peut demander? Pour faire travailler quoi? Qu'est-ce que je peux faire avec ça?
Est-ce que les réflexes parachutes, ils sont considérés uniquement debout ou aussi dans cette position? Aussi dans cette position, dans toute position. On peut les faire travailler avec des déstabilisations? Oui, mais est-ce que j'ai besoin de faire travailler les parachutes à ce moment-là? Essayons quand même de rester dans le contexte des examens qui vous attendent. Par exemple, j'ai envie de dire que dans cette position-là, alors, chevalier servant, alors pour une demande en mariage, c'est le genou gauche qui est en avant, ça va? Ouais, le genou gauche qui est en avant. Donc, j'ai envie de dire que je fais travailler les stabilisateurs de hanche droit avec une mise en charge partielle, parce que je peux pas utiliser ma cheville, mais je peux les travailler en chaîne fermée, en chevalier servant. Tout le monde voit ça? Si j'avance, si je plie un peu plus le genou gauche, que je vais vers l'avant, j'étire le psoas droit. C'est un auto-étirement du psoas. Si je fais la même chose en attrapant la cheville droite, je fais un auto-étirement du droit fémoral, en faisant bien attention à garder le bassin rétroversé pour ne pas l'ordosser. Au niveau du membre inférieur gauche, c'est un travail possible des stabilisateurs de cheville en mise en charge partielle chaîne fermée. C'est un travail de prise de conscience de l'antérétroversion du bassin dans le cadre du rachis. C'est une position d'équilibre instable pour la reprogrammation du rachis cervical. Oui, ça peut être tout ce que oui. Là, je vous prends quelque chose que vous n'avez encore pas vu, mais c'est une position qui n'est pas très stable. Vous voulez pas que la personne chute tout à l'heure pour rejoindre un petit peu les choses. Et selon les consignes que je vais donner aux patients, regarde à gauche, regarde à droite, regarde en haut, ça sera de la reprogrammation du rachis cervical, ou du rachis dorsal, ou du rachis lombaire, ou de la cheville, ou de la hanche à droite, ou du genou gauche. Travail des stabilisateurs du genou en mise en charge partielle, chaîne fermée du genou gauche. C'est tout ça. L'exercice, il devient ce que vous voulez. C'est là où il faut que vous changiez un peu de regard. Tu fais toi, quoi, comme exercice. Tu fais celui-là, regarde, c'est bien. Ouais, mais tu fais travailler quoi? Ouais, ça aussi. Et plein d'autres choses. Pour ça, vous avez Galois, quand vous dites ça fait travailler l'équilibre. L'équilibre de quoi? Vous me parlez de stabilisation. Pour moi, la cheville. Pardon? De la cheville. Vous vouliez dire la cheville? Oui. Afin que je devine. Non, mais j'ai pas précisé. Bah voilà. Donc, il faut que je devine. Moi, je suis pas là pour deviner. Je suis là pour vous écouter. Moi, j'ai envie de dire que c'était plutôt le genou gauche, vous voyez? Ou la hanche droite. Et vous me dites c'est la cheville. Ah bah oui, c'est pas faux. Ouais, c'est bien la cheville. Mais à ce moment-là, pour la cheville gauche qui est en avant, là, vous êtes d'accord que c'est un travail des stabilisateurs de cheville? Mais d'accord qu'on n'est pas en mise en charge totale? Oui. Par contre, c'est mise en charge partielle. Par contre, donc c'est bien, quoi. Si mes stabilisateurs de cheville sont pas trop forts, là, je veux pas lui répéter sa cheville, bah c'est bien. Prends pas de risque. Et surtout, ça lui fait travailler en chaîne fermée. Ah bah là, ça c'est la fonction, ça. Donc c'est un excellent exercice. Alors attention, hein, souvent vous faites ça, vous mettez vous mettez le patient en chevalier servant, et puis vous poussez sur les faces latérales du genou, tu vois, pour les stabilisateurs de cheville. Tu peux, mais surtout les adducteurs horizontaux de hanche, hein. Oui, donc savoir regarder l'exercice qui est mis en jeu et la même position peut faire travailler aussi bien la cheville, le genou, la hanche, le rachis lombaire, dorsal, cervical, uniquement en fonction des consignes que vous allez donner et des résultats attendus. Donc apprendre un exercice pour un truc, ouais, pourquoi pas, mais alors, on continue à rentrer dans le rythme des trucs, j'apprends par cœur et tout. Quand j'apprends par cœur, je suis en examen, je suis stressé, je retrouve pas, ou j'ai peur, je mélange, j'inverse, je la joue à pile ou face, et tout ça, c'est des très mauvaises situations. Avez-vous d'autres questions? Donc moi, je vous encourage vraiment là sur les TD qui restent, avec ce que je viens de vous dire, bah, peut-être
revoir un petit peu différemment la manière dont vous apprenez les choses, la manière de les voir, pour que justement, tout ce que je vous dis là, si vous voulez bien le suivre un petit peu, eh bien, c'est pour vous faciliter la vie. Parce que tout ça, c'est du temps gagné. Vous êtes obligé de faire du lien entre toutes vos connaissances. Et quand vous allez ancrer tout ça, après, ça devient facile en deuxième année, en troisième année. Voilà, vous retomberez toujours sur vos pattes parce que vous avez compris comment on faisait le lien, comment on analysait un exercice, ce qui était attendu. L'excentrique, par exemple, c'est quand même le truc qui vous prend la tête régulièrement. Moi, je vous demande une contraction excentrique du triceps brachial. Voilà. Debout, sujet excentrique du triceps brachial. Et là, je vais vous voir. Il y a un truc où vous vous trompez jamais. Maintenant, c'est un travail contre résistance en concentrique. Jamais vous vous trompez. Si je vous demande de mettre une résistance pour le moyen fessier, pour le deltoïde, pour le biceps, pour les ischio-jambiers, tout ça. Le MFM. Jamais vous vous trompez. Vous êtes d'accord? Ça vous viendrait même pas l'idée. Aujourd'hui, vous pouvez plus vous tromper sur mets-moi une résistance à la contraction du biceps, du triceps, de ce que tu veux. Tout le monde est OK avec ça. Bien. Donc, quelle que soit la question qu'on vous demande, y compris pour l'excentrique, la première chose que tu te dis, c'est où est-ce que je dois mettre ma résistance si je faisais du concentrique. Voilà. Et à partir de là, ta main, elle est au bon endroit. Tout ce qu'il faut changer, c'est la consigne au patient. Soit tu le laisses gagner, soit c'est toi qui gagne. Soit c'est du concentrique, soit c'est de l'excentrique. Et jamais vous vous tromperez si vous faites comme ça. Qu'on te demande du statique, de l'excentrique, du concentrique. Tu réfléchis toujours en première intention, si je devais faire du concentrique, je mettrais ma main là. Il me demande quoi? De l'excentrique? Okay. Surtout bouge pas ta main, c'est sûr, elle est au bon endroit. Maintenant réfléchis à la consigne et visualise le mouvement. Ça, c'est bon. T'as le droit de réfléchir une petite minute. Ah oui, oui, parce que je vais rétracter l'extenseur, mais je vais l'emmener en flexion. Ah bah je vais être là. Mais non! L'extenseur, tu pousses ici. D'accord? Si tu veux faire de l'excentrique, tu bouges pas ta main, mais tu le laisses gagner. C'est toujours le triceps. C'est de l'excentrique. Donc pour ceux qui sont encore un peu en panique sur ce truc-là, dites-vous bien ça. Quel que soit le travail musculaire, demandez-le avec de la résistance et toujours du même côté. Il y a un côté où tu te trompes jamais, c'est le concentrique. Pose ta main. On te demande l'excentrique, bouge pas ta main, fais-toi confiance, elle est au bon endroit, réfléchis simplement à la consigne qu'il faut donner, c'est tout. Vous connaissez que de temps en temps, vous avez le droit de douter entre concentrique et excentrique. Quand je vous demande à beaucoup de poids un muscle, et là, on commence à la faire comment qu'il vous fasse, quoi, une chance sur deux. Autre chose que vous voulez savoir sur les examens? Une petite dernière question pour la route. Le titre du tuto, c'est en rapport avec le film de Woody Allen? Oui, bien sûr. Sauf que vous connaissez le titre original? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ça m'a fait rire. Bah dites-leur le titre original. Ou à leur tête, là, ils ne le connaissent pas, regarde. Tout ce que vous avez dû savoir sur le sexe et que vous n'avez jamais osé demander. C'est ça. Je sais pas si vous connaissez Woody Allen. Enfin voilà, c'est un film qui date un petit peu du millénaire précédent. Ok, mais j'ai mis ça comme ça parce que ça me faisait rire pour le titre, mais s'il y avait d'autres questions, n'hésitez pas. Mais comprenez bien, hein, vous-même, vous me dites les examens sont nécessaires pour savoir où on en est.
eh bien, venez montrer où vous en êtes. Faites-vous un petit peu confiance. Et donc, sur ces prochains TD, eh bien, repensez à tout ça. Posez, interrogez vos enseignants. C'est maintenant, là, vous êtes imprégné de ça. Enchaînez, monsieur, il faut qu'on revoie ça, ou madame, je fais pas de... C'est avec les enseignants. On peut revoir tel bilan. Qu'est-ce que cet exercice-là que je vous propose, qu'est-ce que vous en pensez pour ça? Ok. Regardez, là, j'ai une vidéo sur ça, on peut la voir, si on a 2 minutes, on regarde ou pas. Enfin, voilà. Que ça soit en massage, en EMFM. Pour moi, par exemple, le EMFM, c'est plus facile tu meurs. T'as rien à faire en EMFM. C'est toujours pareil. Bon, il faut connaître son dada de synésio. D'accord. Innervation. Oui, tu vas prendre l'EMFM. T'as le NFM, t'as rien à faire. Alors imagine, le NFM, t'as rien à faire, c'est trop facile. Donc déjà, t'as les 3/4 de ton travail actif qui est fait. Parce que c'est pareil. Okay. Un coup tu aides, un coup tu résistes, et puis basta, quoi. Bon, après, il faut se casser un peu la tête avec la chaîne fermée. Bon. Mais c'est aussi simple que ça, l'examen. Il n'y a rien de compliqué. Mais il faut connaître son innervation, la synésio, comprendre ce que c'est la chaîne fermée, comprendre ce que c'est que l'excentrique et autres. Tant que c'est pas compris, comprenez que l'excentrique, si vous n'avez pas compris, vous peut aller autant de fois qu'on veut, quoi. Les roulements glissement, c'est pareil, hein. Je suis pas revenu dessus, la concave, convexe et autres, mais, je sais que parmi vous, pas forcément dans les personnes qui sont présentes là, mais, vous n'êtes pas toujours au point encore sur le glissement roulement. Je vous demande, par exemple, comme ça, gléno huméral, abduction horizontale, voilà, quel glissement. Poum, ça doit tomber tout de suite. Glissement antérieur. Voilà. S'il faut une heure pour répondre à ça, on l'invitait pas à l'aise. Faut retravailler ça. C'est des trucs de base. Et que vous soyez, alors, que vous soyez en difficulté sur l'excentrique, que vous soyez en difficulté sur les glissements, que vous ne soyez pas sûr de vous. Putain, c'est normal, hein. Mais ce qui est pas normal, c'est de ne pas aller chercher, de pas poser les questions et de ne pas aller chercher les réponses. Donc réinterrogez vos enseignants, faites-vous réexpliquer les choses. Il faut que tous ces points-là, vous soyez au clair, parce que c'est ça qui va vous donner de la confiance. Après, tu sais ton nana, tu sais ta synésio, t'as bien compris ces trucs-là, tu vas aux examens, voilà. C'est pour rire, mais c'est stressant l'examen, on a envie de bien faire et vous oublierez forcément 2-3 petites choses, mais voilà, faut l'admettre. Mais voilà, on y va avec un peu moins de stress, on y va avec du stress positif, avec le souci de bien faire, et pas avec la peur de pas savoir. Vous comprenez, c'est des choses très différentes. Aller à un examen en stressant comme des malades parce que j'ai peur de pas savoir. Non. Vous allez à un examen, vous savez, et vous espérez bien faire. C'est très différent. Alors, tu sais rien en anat et tout, je comprends que tu paniques un peu. Jeunes gens, c'est plus de questions. On se libère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère vous avoir reçu un peu. J'espère. En fait, c'était un tuto comment gérer son stress à l'examen, là. Vous verrez, c'est beaucoup plus stressant la demande en mariage. Je n'en doute pas. Les bonnes soirées. Bonne soirée. Au revoir.